Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut Fontaine. Nous allons retrouver pour la troisième fois Stéphanie Campagny pour une pause littéraire. Donc Stéphanie est notre voyageuse littéraire. Merci à l'Institut Fontaine, encore une fois, de me proposer cette possibilité de pouvoir partager ça avec vous, la littérature. Je voulais cette semaine vous emmener revisiter certains mythes de l'Antiquité qui éclairent tellement ce que nous vivons parfois. Et du coup, de faire référence un peu au travail de Jung, qui a été un grand analyste de l'âme humaine et qui a beaucoup fonctionné avec les archétypes, c'est-à-dire un peu comme des formes humaines types, qui fonctionnent, à mon sens, merveilleusement pour les êtres humains, dans le sens où ce sont comme des paraboles, au même sens que le Nouveau Testament en a apporté beaucoup, sans être dans la religion, juste dans les images que ça propose, de merveilleuses métaphores, comme également la médecine chinoise qui fonctionne énormément, et la culture chinoise qui fonctionne par analogie, et ainsi le fait de se déporter de notre propre condition et de faire appel à des symboles permet parfois de mieux se comprendre ou de mieux analyser la situation qu'on vit. Et puis, bien sûr, ces fameux mythes grecs, il y en a énormément. Je vais vous présenter juste et faire allusion à deux figures aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais ils ont évidemment fortement inspiré la littérature, énormément. Et ainsi, aujourd'hui, on va passer du temps avec Icare et Antigone. On ira voir, dans un premier temps, on ira visiter un peu Icare, avec Martin Eden de Jack London. Et on ira, bien sûr, c'est impossible de passer à côté l'Antigone de Hanouï. Voilà. Alors, on va démarrer avec Jack London. Martin Eden, merveilleux roman que j'ai eu la chance de découvrir absolument récemment, il y a à peine quelques mois, grâce à Aurélie, qui, si elle est là, je la remercie. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de ce chef-d'œuvre. Vraiment, je ne me l'explique pas. Je pense que j'ai eu un préjugé sur Jack London parce que voilà, j'en étais restée à mon idée d'enfance sur Cro-Blanc que je n'ai jamais lu, qui m'ennuyait, ne m'intéressait absolument pas enfant. Et maintenant que j'ai découvert Martin Eden, je crois que je vais aller voir un peu mieux ce que nous raconte Jack London. Jack London, c'est un gars incroyable. Une vie de dingue. Une vie de dingue, un parcours de dingue, une vie très mouvementée, hors du commun, un autodidacte exemplaire, un travailleur acharné, un curieux des hommes, de la nature, qui est devenu un des écrivains les plus illustres du monde entier, qui a publié plus de 40 textes et romans, dont 3 ont été des succès incroyables. Le plus grand succès, les 2 plus grands succès, c'est Cro-Blanc et ce qu'on a appelé, on a traduit à une époque L'Appel de la forêt, mais qui est mieux traduit aujourd'hui par L'Appel du monde sauvage. Et puis, Martin Eden, qui d'ailleurs a été adapté l'an dernier ou récemment au cinéma. Alors, Jack London, pourquoi je vais passer un peu de temps à parler de Jack London? Parce que Jack London est en grande partie Martin Eden. C'est une grande partie sa vie, son évolution. Bien sûr, c'est un personnage de fiction, mais néanmoins, il puise énormément dans la vie de Jack London, qui est né en 1876 dans la baie de San Francisco. C'est un jeune garçon dans une famille assez pauvre et modeste qui lit énormément. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, les miracles parfois, qui fréquente à peu près tout ce qui est possible dans le port d'Auckland, les voyous, les petits malfrats, qui multiplient les petits jobs. Il est pilleur d'huîtres, il est pêcheur. À 17 ans, il embarque comme marin et il rejoint les mers du Japon pour pêcher le phoque. Il revient, il bosse en usine. Il participe à la marche des chômeurs vers Washington à l'époque parce qu'il est très engagé politiquement, et aux États-Unis c'est toujours compliqué l'engagement politique à gauche, et donc c'est un socialiste pur sucre. Il est même un peu emprisonné pour vagabondage. Il lit toujours beaucoup, il commence à écrire, mais il ne publie rien. Et puis à 21 ans,
il repart. Alors là, il ne prend pas la voie des mers, il prend la voie de la terre, il part dans l'ouest et il part dans l'aventure des chercheurs d'or. Et puis, ça va beaucoup l'inspirer d'ailleurs pour l'appel de la forêt ou l'appel du monde sauvage, parce qu'il va être fasciné par la vie des trappeurs, des chercheurs d'or bien sûr et des Amérindiens. Il revient, encore des petits boulots, il commence à écrire de plus en plus. À 26 ans, il part à Londres, il passe 3 mois un peu comme un journaliste, un peu comme Florence Aubenas le fait dans ses reportages, c'est-à-dire vivre la vie des gens pendant plusieurs semaines. Et là, il passe 3 mois avec les très pauvres de Londres, les voyous, les alcooliques, les sans-logis, les SDF, les chômeurs. Et il va s'en inspirer pour un livre que je ne connais pas encore, mais que je pense, lire très vite, qui s'appelle The People of the Abyss, qu'on peut traduire par le peuple d'en bas ou le peuple du fond, des bas-fonds. Pas des bas-fonds, mais du fond. Vraiment les abysses de la mer. Et en 1903, il publie d'abord L'Appel de la forêt, puis Cro-Blanc. Et voilà, ça y est, la célébrité est à lui, couvert de gloire et d'or. Il décide de se faire bâtir un bateau. Voilà notre ami Jack London, qui est d'ailleurs en portrait de Martin Eden, à juste titre. Et donc, notre ami Jack, qui est bien solide, fait de tout. Il fait de tous les métiers, ce qui va l'inspirer énormément dans la littérature. Donc voilà, j'y étais, le fameux Snark, son voilier qu'il a fait construire. Il part donc, maintenant que ça y est, le succès, la littérature aide, il part en voyage, il traverse le monde, il s'arrête en Australie. C'est là qu'il écrit Martin Eden. Et donc voilà ces photos de Jack London qui représentent une partie de sa multiplicité de parcours de vie, de richesse intérieure. Un homme dingue qui meurt quand même à 40 ans. Foudroyé, quoi. En gros, à une telle vie, c'est vrai que peut-être on peut se demander, est-ce qu'on peut vivre longtemps avec une telle vie? Donc, une personnalité forte, inventif, autodidacte, avaleur de tout, aventurier, très engagé politiquement, alcoolique. Bref, un homme qui est tout sauf tiède. Et ce propre parcours qu'il a vécu va l'inspirer grandement dans l'épopée qu'est Martin Eden. Comment ça démarre? Donc c'est un jeune homme de bonne famille, étudiant, qui s'appelle Arthur et qui vit donc à Oakland, donc toujours dans la baie de San Francisco, en Californie, à peu près à la même époque que Martin Eden quand il a 20 ans, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et donc ce jeune Arthur se fait embêter par des voyous des rues et il est sauvé de cette bagarre par Martin Eden. Pour le remercier, il l'invite chez lui. Et Martine est accueillie par la jeune sœur de Arthur qui s'appelle Ruth. Ruth, fille de notable, étudiante en littérature, jeune fille du 19e, comme vous pouvez imaginer, précieuse, raffinée. Et là, eh ben voilà, là c'est bingo. Bingo, Martin Eden tombe fou amoureux de cette jeune fille. Je vous cite juste une phrase, 2, 3, de sa rencontre avec elle. C'était une créature éthérée, pâle, auréolée de cheveux d'or, aux grands yeux immatériels. Il ne vit pas comment elle était vêtue, il vit seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu'elle, et il la compara à une fleur d'or pâle sur une tige fragile. Non, c'était un esprit, une divinité, une idole. Bingo. Martin est touché par la grâce, il est touché par la foudre, il est foudroyé par cette jeune fille, et pas seulement en fait par cette jeune fille, mais aussi par ce type d'environnement, c'est-à-dire que, voilà, Ruth, c'est la bourgeoisie, c'est le bien vivre, ce sont des personnes rentières, c'est-à-dire qu'elles vivent de leurs revenus, elles n'ont pas à travailler. L'environnement de la maison de Ruth, c'est beau, il y a des livres, des gravures, des meubles, des objets fragiles. Et puis, il y a cette rencontre avec Ruth qui tout de suite démarre une conversation presque à propos sur la littérature et surtout la poésie. Et donc, c'est la rencontre avec une jeune fille, donc c'est l'amour, bien sûr,
mais c'est aussi la grâce, le raffinement, le savoir, tout ce qui n'est pas la vie de Martin Eden, parce que Martin Eden, c'est un jeune homme qui est marin, qui est un peu grossier. Donc j'ai mis quelques images de cette Amérique et de cette Californie de l'époque. En bas à droite, il y a un jeune chercheur d'or. Voilà ce que pouvait être Martin Eden à 18, 19 ans dans le bouquin. Il est costaud, il a bien sûr beaucoup de connaissances parce qu'il lit déjà beaucoup pour un marin comme Jack London, c'est très étonnant. Mais bon, il a une vie rude, il a une vie physique, il part en voyage, il picole, il se bourre la gueule avec ses copains marins, il se bagarre, il a des cicatrices, bref, un peu l'archétype de l'homme fort, et en même temps, c'est un jeune homme qui vise à autre chose. Et il est ainsi piqué par la fièvre. Et cette rencontre bouleverse sa vie complètement. Et donc, dès le lendemain matin, il court à la bibliothèque et là, il s'ouvre à un autre monde et il va avaler, dévorer tout ce qu'il peut. Poésie, littérature, philosophie, arithmétique, mathématiques, géométrie, grammaire, bien sûr, parce que le langage qu'il a n'est pas le même que Root, bien sûr. Donc, il essaye d'apprendre à bien parler, le savoir-vivre. Bref, tout le monde, en fait, s'ouvre pour lui. Et au travers du prisme de l'amour et de cette jeune fille qui, en fait, l'enflamme et lui donne la flamme de la connaissance. On dit apprendre par cœur dans certaines façons d'apprendre les choses. Et c'est bien parce que quand le cœur est pris que l'on peut retenir. Et donc, c'est ce lien indéfectible entre l'amour et l'amour du monde qui est magnifique dans ce roman, qui est... voilà, donc le parcours d'un jeune homme. Et puis, donc il travaille comme un fou, il lit, il dévore tout, il se réveille à 5 heures du matin, il dort le moins possible, il écrit, enfin, un jour, il se décide à écrire. Et il écrit avec fièvre, alors des poésies, des nouvelles, des articles. Et il envoie inlassable, et il veut tout, l'amour, le succès, la gloire. Il veut être publié parce que c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent et se dit-il qu'il va pouvoir épouser Ruth avec évidemment beaucoup de naïveté, comme vous pouvez l'imaginer. Il se consacre à cette jeune fille et à la connaissance. C'est un héros d'une pureté folle. Il est sans concession, il est radical. Il était pris de beauté, de justice, de raffinement, de tout ce qui ne lui appartient pas. Et en même temps, c'est vraiment pour moi l'archétype, la figure de l'autodidacte. C'est-à-dire que la pensée n'est pas contrainte par des façons d'apprendre. Donc, il est dans une liberté folle de l'apprentissage, aucune règle. Et du coup, c'est la richesse de cet esprit qui lui permet de faire des ponts et des croisements entre les choses que ne feraient pas sans doute d'autres personnes, comme d'ailleurs Ruth le fait, où elle a une pensée qui est déjà formatée finalement, déjà ordonnée. Et c'est aussi tout ce qu'aborde Jack London dans ce roman qui, à mon sens, est d'une richesse folle puisqu'il aborde l'amour, la connaissance, il aborde aussi le social, la condition ouvrière, la condition bourgeoise, les normes, les codes. Bref, c'est un roman d'apprentissage global, je dirais, vraiment. Et donc, Martin Eden apprend sans préjugés, vraiment. Pour lui, tout est source de savoir, tout est source de connaissances. Et puis, voici encore des photos de la Californie de la fin du 19e siècle. Donc, on a un marin qui pourrait être ce jeune Martin Eden et puis une jeune fille qui pourrait être Ruth. Et donc, on voit bien comment se parler, comment se comprendre. Je voulais vous citer un passage que j'aime énormément. En fait, ce qui est magnifique avec cet amour, c'est que Martin Eden s'ouvre à l'amour, mais aussi à la connaissance, et ça l'enivre. Ça l'enivre au point, plus besoin d'alcool, ça suffit. C'est incroyable. Donc, c'est un passage assez au début du roman. D'ailleurs, Martin ne se sentait plus le besoin d'alcool. Il était ivre de 1000 autres façons nouvelles, bien plus graves, ivre de Ruth qui avait embrasé son cœur d'amour et de désir d'immortalité, ivre de lecture, ce qui avait déchaîné en lui d'innombrables aspirations, ivre enfin de sa force doublée
par les soins qu'il prenait de son corps et qui lui donnaient un équilibre joyeux et magnifique. Voilà, Martine est ivre. On pourrait presque reprendre le titre de ce film, Ivre de femme et de peinture. Eh bien là, elle est ivre de l'amour, de Ruth et de la littérature. Et ce qui est drôle, après cette première soirée de rencontre, en fait, il rentre chez lui et il est tellement saoul, en fait, il est saoul de connaissances et d'émotions. Il rencontre un agent qui pense qu'il est bourré et qu'il a trop bu. Et en fait, pas du tout, c'est ce qu'il décrit là. Il est ivre de la vie, finalement. Et ça, c'est absolument prodigieux. C'est décrit d'une façon magnifique par Jack London. Et puis, l'autre pan qui est aussi très présent, c'est la partie sociale. C'est-à-dire que Martine Eden vise à s'élever socialement. Mais pas pour s'élever, juste pour vivre une autre vie à laquelle il aspire. Et donc, il tient à s'éloigner de son milieu et donc il pense que le biais de la littérature va l'aider. Il a envie de sortir de ce milieu qu'il trouve rustre. Et puis, un milieu de misère aussi, parce que l'argent est important, évidemment. Donc, c'est l'absolutiste complet et aussi l'idéaliste de l'ascension sociale et de l'ascension qui lui permettra peut-être ou pas d'épouser Ruth. Et il est donc dans cette quête de changement, d'élévation. Il dit d'ailleurs à un moment dans le roman cette phrase incroyable « Je veux respirer cet air-là, moi aussi. Vivre au milieu des livres, des tableaux, des belles choses, avec des gens qui parlent à voix basse, qui sont propres, qui ont des pensées propres. » Il est vrai que parfois, on peut se dire, quand on est dans un bel environnement, que vivre dans la beauté, ça n'est pas pareil que vivre dans la laideur. Et oui, ça inspire. Et donc, c'est cette inspiration, cette aspiration à laquelle il vise, cette ascension, qui va, sans dévoiler le roman dans son entier, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Et donc, une sorte de chute va se produire et c'est ainsi que je fais le lien avec la mythologie parce que ce personnage de Martine Eden m'a fait penser à Icare. Il n'est pas qu'Icare, bien évidemment, ce serait réducteur, mais une partie de lui assez forte est Icare. Alors, j'avais envie de reparler un peu de Icare et de repartir en Grèce, parce que ces personnages sont tellement fous que c'est bon de les recontacter. Alors, nous avons cette histoire de labyrinthe. Minos est le roi de Crète et il fait concevoir par Dédale, qui est architecte, un labyrinthe pour enfermer le fameux monstre que vous voyez, le Minotaure, qui est mi-homme, mi-taureau. Dédale, l'architecte, aide le héros grec Thésée à sortir du labyrinthe grâce au fil d'Ariane. Et Thésée va donc pouvoir tuer le Minotaure et sortir du labyrinthe avec ce fameux fil, donc sortir vivant. Sauf que qu'est-ce qui se passe entre-temps? La fameuse Ariane est tombée amoureuse de Thésée et Ariane est la fille du roi Minos. Donc elle part avec Thésée et se départ en furieux Minos qui décide de punir Dédale et de l'enfermer dans le labyrinthe avec son fils Icare. Nous voici avec Icare. Je vous ai mis deux illustrations, donc une magnifique, je trouve, à droite de Michel Oslo, que vous connaissez peut-être, c'est le réalisateur, dessinateur de Kirikou. Et il a fait un court-métrage que je n'ai pas réussi à trouver, mais il en a fait un qui dure 4 minutes. Essayons de le trouver parce qu'apparemment, il a changé la fin. Moins grave que celle d'Icare. Donc, notre ami Dédale cherche à sauver son fils et sortir du labyrinthe. Ingénieux, il décide de fabriquer des ailes avec des plumes d'oiseaux. Et donc, il va les fixer à Icare avec de la cire. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter la voie de la terre et la voie de la mer qui sont toutes deux contrôlées par le roi Minos. Donc, il ne reste plus que la voie des airs. Et puis, Dédale, homme sage, met en garde son fils et lui dit
ne t'approche pas trop du soleil, sinon la chaleur fera fondre la cire de tes ailes. Mais il lui dit aussi une autre chose dont on évoque souvent, enfin rarement le terme. Il lui dit aussi, ne t'approche pas trop de la voie des mers car l'humidité va te plomber. C'est vraiment assez symbolique tout ça. Donc notre ami Icare prend de l'attitude, va vers le soleil, ce fameux soleil qui est un peu un idéal à atteindre et qui rejoint finalement toutes les personnalités idéalistes. Il va trop haut, la cire fond, les ailes tombent et Icare tombe, chute et meurt dans la mer. Donc c'est le symbole, évidemment, que nous connaissons quand même beaucoup. On ne va pas forcément lire toutes les histoires de la mythologie, mais cette ascension foudroyante et cette chute foudroyante, c'est à la fois l'idéalisme, l'aspiration, l'élévation, c'est aussi l'orgueil, c'est la démesure, c'est ne pas écouter son père, mais c'est normal quand on est un jeune homme, on n'écoute pas son père ou on n'a pas envie de l'écouter. C'est ne plus avoir peut-être envie d'écouter la sagesse paternelle, en tout cas là elle est incarnée par Dédale, c'est l'inconscience aussi de la jeunesse, c'est se confronter à des brumes subtiles que l'on ne sent pas et donc cette espèce d'ivresse de l'élévation qu'on peut comprendre et qui finalement font perdre à Icare, si on repart dans le symbolique, cette espèce de boussole intérieure qu'on pourrait avoir, s'élever trop vers le soleil, la chaleur et dans les airs, c'est ne plus être sur terre non plus. Et donc c'est perdre quand même une partie de son ancrage. Et donc voilà, Martine et Icare sont assez proches, ils ne sont pas que semblables bien sûr, Martine est plus subtile, il y a d'autres composantes, d'autres mythes. Dans Martine, il n'y a pas qu'Icare, mais Martine, c'est l'exalté, c'est l'idéaliste suprême, absolu. Il est absolu, il s'enflamme, il s'élève au contact de Ruth et de l'amour, il s'enflamme au contact de la connaissance, il s'enflamme à l'idée d'eux, c'est un passionné. C'est finalement autant un héros grec qu'un héros de la littérature romantique du 19e. Son cœur, son esprit, finalement, est-ce que oui, c'est ça, c'est une élévation du cœur et de l'esprit qui fait qu'on en oublie peut-être notre condition terrestre. Il s'élève très haut, cet ami Martine. Il a envie certainement de s'éloigner de cette noirceur du monde qu'il connaît bien, du monde violent, du monde de la misère. À mon sens, il se brûle aussi à force de monter un peu au soleil de la vérité. Il n'est pas forcément agréable à recevoir, il va vivre des désillusions assez graves. Et donc, il se brûle, il n'est pas qu'Icare, mais il est aussi Icare. Et Martine Eden, c'est la tragédie un peu de ne pas pouvoir se renier. Son élévation lui montre qu'il aspire et qu'il va vers un autre monde, qui n'est peut-être pas le sien, mais celui d'où il vient n'est plus tout à fait le sien. Et donc, c'est un peu un homme entre deux mondes. Il souhaite le triomphe aussi, je pense. Il a envie d'être porté en triomphe, un peu comme les héros des JO de l'Antiquité qui étaient portés en triomphe. Et je pense qu'aussi Icare, comme Martine Eden, sont un peu, oui, des idéalistes de leurs conditions. Voilà pour ce premier voyage, à la fois à San Francisco et en Grèce. Et puis maintenant, on va revenir à beaucoup plus européen avec notre amie Antigone. Voici Jean Anouilh qui a écrit donc cette pièce, Antigone. Antigone est un texte de la littérature grecque dite classique. Et Jean Anouilh, qui est un homme donc, du XXe siècle, il est né en 1910, famille bourgeoise, études de droit, travaille dans la publicité, ne sait pas très bien quoi faire, se cherche un peu, tombe par hasard sur Louis Jouvet, dont il devient le secrétaire. Louis Jouvet qui était donc un grand comédien de théâtre d'avant-guerre et pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout cas, notre ami Anouilh tombe dans le théâtre et voilà, passionné, il décide de s'y consacrer pleinement et il commence à écrire des pièces. Il écrit les premières dans les années 30 et puis il commence à se passionner également pour la mythologie et les tragédies et il va réécrire certaines pièces dont Eurydice et une qui est, je crois, mondialement connue, en tout cas pour ceux qui aiment le théâtre et le cinéma, c'est Antigone.
Alors Antigone, la voici. Notre amie Anouilh donc reprend la pièce de Sophocle. Et pour ça, il faut quand même du coup, pareil, on va refaire un peu l'histoire, parce que même moi, j'oublie, on s'y perd avec tous ces personnages. Donc, Antigone est la fille de Oedipe. Donc, Oedipe, qui a le fameux complexe, qui nous a donné le fameux complexe, mais bien d'autres choses. Oedipe, qui donc a tué son père et épousé sa mère, devient aveugle. Bref, notre ami Oedipe a 4 enfants. C'est le roi de la ville c'est le roi de Thèbes. Il meurt et se décide un pouvoir partagé entre ses 2 fils aînés qui sont Polynice et Éthéocle. Et il décide une chose assez drôle qui est de prendre le pouvoir et de se le partager au bout d'1 an, c'est-à-dire un frère 1 an, ensuite on change. Voilà. Et puis, donc c'est Éthéocle qui s'installe. Et puis au bout d'1 an, il dit, voilà, le grand classique de la politique, ah ben non, finalement, je vais rester, c'est très bien comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Drame, on est quand même dans la tragédie grecque. Hein. Alors, drame, donc les 2 frères en désaccord s'entretuent, les 2 meurent, restent donc leurs 2 sœurs, Antigone et Ismène. L'oncle des jeunes filles qui lui est vivant, Créon, prend à son tour le pouvoir. Créon a un fils qui s'appelle Aimon et Antigone et Aimon sont amoureux et fiancés. Voilà, à peu près le portrait du moment où démarre Antigone. Le fameux oncle Créon, qui est donc au pouvoir, décide de punir, entre guillemets, les frères, en tout cas celui qui a fauté. Étonnamment, il leur donne des funérailles un peu dites, comme si c'était des funérailles nationales pour Éthéocle, qui était donc le roi jusqu'à ce que les 2 frères se tuent, et considère que Polynice est un voyou, un traître, et son corps devra subir la punition suprême, qui est en fait bien plus grave que celle de mourir, c'est de ne pas être enterré, de ne pas avoir de funérailles et de laisser son corps pourrir sans être sous terre. Ce qui, pour les Grecs, est inimaginable. En fait, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que l'âme du défunt est vouée à errer continuellement. Et donc ça, c'est au-delà de la gravité de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grave que ça. C'est d'ailleurs aussi le cas, je pense, encore aujourd'hui, et ça l'a été dans beaucoup de civilisations, quel que soit le mode des funérailles, que l'on soit brûlé ou enterré, on a un rite qui est fondamental à suivre et qui est à respecter. Et donc le fameux Créon dit « Quiconque va me défier et donc enterrer cet homme, ce traître, sera puni de mort. » On en est là. Antigone, jeune fille, très jeune fille, qu'on décrit comme frêle, fine, va décider non pas en tout cas de respecter et les morts et son mort et d'enterrer son frère. Donc elle décide secrètement, elle rompt ses fiançailles avec Aimon, elle ne lui dit pas la raison de la rupture de ses fiançailles et elle va la nuit en secret avec une petite pelle d'enfant, dit Jean Anouilh, couvrir le corps de son frère de terre. Et bien sûr, des gardes la voient, elle est arrêtée et Créon essaye un peu d'arranger les bidons, si je puis dire, parce que quand même c'est sa nièce et en plus c'est la fiancée de son fils. Donc, il dit bon, ok, tu as fait une bêtise, on va s'arranger, on va arrêter les gardes, toi tu vas rentrer chez toi, on va faire comme si on n'avait rien vu et tout ira très bien. Et ça s'arrête là. Et évidemment, que fait Antigone? Antigone dit non. Et là va débuter un dialogue magnifique de mots très simples. Hein. Ce n'est pas du tout un langage ampoulé chez Jean Anouilh, c'est moins rude que la tragédie grecque à lire et à dire. C'est simple, c'est un langage très, très simple, très quotidien. Et donc, l'affrontement entre l'oncle et la nièce va être une partie du propos de la pièce. Et il y a un moment qui, pour moi, est vraiment symbolique
l'engagement politique, mais aussi l'engagement dans l'éthique, dans la justice, dans dire non. C'est ce dialogue donc, entre Créon et Antigone. En gros, Créon dit, ouais, bah c'est parce qu'Antigone, elle dit non. Hein. Elle dit non, moi j'enterre mon frère, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas d'autre façon de faire. Je fais ce qui est à faire. Et il lui dit, en bonhomme politique, ah bah c'est facile de dire non. Et elle lui dit, pas toujours. Moi, je trouve cette phrase d'une simplicité et d'une beauté fabuleuse. Donc voilà, elle dit non, elle s'obstine, elle va au bout de sa démarche. Et Créon, lui, tente d'expliquer pourquoi est-ce qu'il maintient sa position. Alors, là, on a quelques représentations de dessins d'Antigone qui couvrent ici son frère. Moi, j'aime beaucoup le dessin qui est d'ailleurs en couverture du bouquin, où on voit vraiment l'homme imposant, bien plus grand que cette frêle Antigone et cette frêle jeune fille, l'homme de loi, l'homme de pouvoir, qui devrait l'écraser et qui en fait va se confronter à ce qu'il ne peut modifier, c'est-à-dire l'obstination et la pureté de vue d'une jeune fille. C'est quand même extraordinaire. Donc, Créon essaie quand même un peu de s'expliquer. Donc, il dit, mais oui, mais moi, je m'occupe de la basse cuisine, de la politique. C'est pas simple. Moi, j'essaye de rendre le monde meilleur. Si moi, j'y vais pas, qu'est-ce qui va y aller? Donc, il faut bien qu'on s'en occupe. C'est vrai. En même temps, il reconnaît aussi que son calcul est politique. Il dit à un moment, de toute façon, tes deux frères, c'était quand même des... En gros, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre, c'était un peu des traîtres, des voyous. D'ailleurs, ils se sont tellement entretués qu'on ne sait même pas qui est qui, et on ne sait même pas qui est enterré et qui ne l'est pas. Et donc, Antigone ne cède pas, et Créon, lui, essaye toujours de se justifier. Donc, il dit à un moment, ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera? Et c'est vrai, la politique peut aussi nous mener à ça. Mais néanmoins, Antigone ne cède pas et elle dit, je ne veux pas comprendre, je suis là pour autre chose que pour comprendre, je suis là pour dire non et je suis là pour mourir. Notre amie Antigone va être enterrée vivante. Face à ce destin terrible, elle va décider de mourir elle-même, de se donner la mort elle-même. Donc elle se pend dans son tombeau où elle devrait être enterrée vivante. Et Aimon, son fiancé, donc le fils de Créon, va se tuer. Donc c'est vraiment l'horreur. Ça finit, évidemment, c'est la tragédie. Hein. Ça, on ne peut pas y échapper. Mais ce qui est intéressant, il me semble, c'est le personnage de cette Antigone qui est vraiment l'archétype du héros ou de l'héroïne qui se dresse contre le pouvoir absurde et qui reste pure dans son idéalisme. Elle dit non. Elle dit de toute façon, on enterre les morts et c'est comme ça. Et donc, c'est pas facile, mais je dis non. Voilà, donc c'est un personnage mythique, évidemment, qui a inspiré beaucoup de personnages de femmes ou de jeunes filles, hein, les jeunes filles engagées. Et puis, pour nourrir encore le propos autrement, Anouilh a écrit quand même 7 textes en pleine occupation allemande à Paris. Ça a été un immense succès dont lui-même ne revenait pas, parce qu'il faut quand même se rappeler les théâtres, enfin pas que les théâtres, mais à l'époque il fait froid, il n'y a pas de charbon, on ne se chauffe pas, il y a des coupures de courant tout le temps, et la salle est pleine. Le théâtre de l'atelier où ils ont créé en 1944 n'a pas des amplis. C'est toujours un aussi grand succès. Ça a été beaucoup adapté au théâtre, peu en film. Mais voilà, c'est aussi une façon pour Anouilh de dénoncer le pouvoir politique, l'occupation, la tragédie grecque. Les héros grecs nous permettent aussi des fois d'avoir des symboles. Hein, c'est exactement comme les fables de La Fontaine où on va parler du bourgeois ou de l'avare sans le nommer à travers les animaux. Donc parfois la parabole nous donne une force bien plus grande que de nommer frontalement les personnes. Et pour conclure un peu ce moment ensemble, en fait, voilà pourquoi ces deux héros aujourd'hui, Icare et Antigone. Icare et Martin Eden sont pour moi le symbole absolu de l'idéalisme. Vraiment, c'est l'idéalisme ou de l'amour, ou de la pureté, ou de la connaissance.
Icare, c'est l'idéalisme de l'élévation, aller vers le soleil, c'est s'approcher de la perfection finalement. Donc c'est la témérité, mais c'est aussi l'inconscience, évidemment. On pourrait dire l'inconscience de la jeunesse, mais est-ce que Icare était si jeune que ça? On ne sait pas, on pense que oui. Martin Eden est jeune, mais finalement on peut être idéaliste à tout âge. C'est l'ivresse aussi, je pense, cette élévation de la nouveauté et de l'intensité de la vie. Il me semble que Icare s'élève et vole pour s'approcher, brûler, presque se brûler au soleil, parce que cette élévation, ça crée une intensité de vie, comme quand on vit des moments très intenses. Quand on est amoureux, par exemple, c'est une exaltation, c'est un moment qu'on n'a pas envie de quitter. C'est une sensation peut-être qu'on a envie qui se perdure parce qu'on se sent vivant. En fait, je pense que c'est le comble de la vie finalement. Et du coup, c'est un peu aussi, je crois, ce qui rejoint Icare et Martin Eden. Et puis, ce sont des êtres qui sont pleinement, totalement, qui n'ont pas de mesure. Et c'est aussi leur drame. C'est aussi pour Martin Eden, c'est s'élever de sa condition, c'est s'élever, s'éloigner de là où il vient, tout en se rendant compte de là où il vient, et du coup d'être un peu dans ces deux mondes, entre finalement terre, mer et air. Et du coup, ce qui fait que Martin Eden s'oublie, comme Icare oublie, tellement il est bien, et puis le soleil le brûle. Enfin, en tout cas, le soleil brûle la cire et Icare tombe. Et puis, là, vous avez un bel Icare qui a été sculpté par Rodin, la chute d'Icare. Et puis, Antigone, pour conclure. Antigone, c'est la droiture, c'est dire non. C'est le respect des morts, c'est le droit fondamental aux morts d'être respectés et de vivre, entre guillemets, d'être respectés dans le rite et les funérailles souhaitées ou par leurs proches ou par le défunt. C'est le droit fondamental à la sépulture. C'est un droit fondamental qui est aussi fort que le droit à la vie, à mon sens, qui qu'on soit. Et du coup, j'ai eu envie aussi d'en parler en dehors de la mythologie, parce que pendant le confinement, il y a eu des choses assez rudes de ce point de vue-là, quand même. Des funérailles en petit nombre, des corps qui n'ont pas pu être nettoyés par les embaumeurs comme c'est souhaité d'habitude, les derniers soins, voir le mort une dernière fois, la mise en bière, tout ça a été pour beaucoup de personnes tronqué, et voire même ils en ont été évincés. Beaucoup de personnes en ont été choquées. Moi, ça m'a choquée personnellement, en tout cas, énormément. Et j'ai beaucoup pensé à Antigone pendant cette période. Et je me demandais ce que j'aurais fait si un de mes proches, on lui avait fait ça. Je me suis demandé si j'aurais pu être une héroïne antigonienne. Je ne sais pas. En tout cas, respecter le sacré, c'est un fondamental de la société. Donc, on peut comprendre, comme Créon dit, c'est la basse besogne, c'est la politique, il faut s'en occuper. C'est vrai. Mais doit-on aller jusque-là? Alors, je voulais terminer sur une note plus joyeuse de ça. Vous présenter un héros grec d'aujourd'hui, justement, sur les hommages aux disparus. Cet homme est un Tunisien. Il s'appelle Shamseddine Marzouk. C'est un ancien pêcheur retraité. Il vit en Tunisie au bord de la mer. Et depuis quelques années, inlassablement, comme vous pouvez le voir sur la photo, il creuse des tombes pour enterrer les migrants dont les corps sont rejetés par la mer. Et ce qui est fou, c'est que ce gars-là, il fait ça depuis des années, il est tout seul. Personne ne lui a dit de faire ça, hein. Personne ne lui donne d'argent. Il fait ça parce qu'il dit c'est un droit fondamental. Ce gars-là, c'est Antigone. Monsieur Marzouk, c'est Antigone. Il enterre les morts, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça lui coûte des sous, de l'argent, ça lui prend tout son temps. Et c'est un peu un tonneau des Danaïdes, pour revenir au mythe grec. C'est un puits sans fond, puisque les corps sont constamment rejetés. Donc, voilà, c'est un héros grec, tunisien, qui est vivant, il va bien. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien. Il y a un petit reportage qui lui a été consacré par la chaîne Combini. On peut l'aider aussi, parce que tout ça, et des fois, il a besoin d'un peu de sous quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est comment certains sur Terre disent non
Et lui, il dit non. Lui, il dit, moi, j'enterre tous ces gens. C'est normal, c'est ça qu'il faut faire. On n'a peut-être pas la même religion, mais il s'en fout complètement. On enterre ses morts. Voilà. Donc, c'est un peu un sujet grave, mais quand il y a des héros, il faut les saluer. Donc, cet homme, c'est un héros de l'Antiquité grecque. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.